15 avril 2025. On apprenait par voie de presse que l'Union européenne venait de déposer un amendement visant à bannir l'utilisation de fibres de carbone dans les automobiles à l'horizon 2029. La raison ? Le contact avec des fibres de carbone s'échappant des pièces mises au rebut pourrait exposer les êtres humains à des risques sanitaires. 5 jours plus tard, coup de tonnerre. Sans crier gare, l'Union européenne changeait brutalement son fusil d'épaule, décidant de suspendre cette mesure. Et, une fois de plus, vous allez voir que tant la décision originelle que le revirement de l'Union européenne obéissent à une logique qui n'a rien de rationnel. Et puisque nous parlons de réfléchir et de décider de manière rationnelle, il vous est très probablement arrivé de tomber sur une annonce présentant un véhicule d'occasion semblant parfait sous tout rapport. Tant la description que les photos vous mettent en confiance. Sauf que le véritable passé de l'auto reste mystérieux. Choc dissimulé, kilométrage falsifié, véhicule issu d'un vol. Certaines fraudes sont totalement invisibles à l'œil nu. Heureusement, il existe un outil indispensable, Car Vertical. Ce service inspecte l'historique du véhicule que vous envisagez d'acheter en croisant des données issues non pas simplement d'une base nationale, mais d'une base mondiale. En entrant simplement le numéro VIN du véhicule ou sa plaque d'immatriculation, vous obtenez immédiatement un rapport complet révélant des éléments essentiels. Prenons un cas concret. Cette Peugeot 208 de 12 ans est mise en vente. Sur les papiers, tout paraît en règle. Pourtant, en passant par Car Vertical, vous pourriez mettre à jour une information critique. Dans cet exemple précis, le rapport dévoile que le kilométrage inscrit au compteur est faux. En effet, l'analyse confirme que le compteur a été trafiqué. Sans l'analyse Car Vertical, vous n'auriez jamais pu le savoir. Pour accéder à Car Vertical, c'est très simple. Cliquez sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé sous cette vidéo. En plus, grâce au code voiture en majuscule, vous bénéficiez d'une remise immédiate de 20% sur votre rapport. La fibre de carbone désigne en réalité deux éléments indissociables. Tout d'abord, les fibres. Il s'agit de très fins filaments composés de carbone pur. Leur épaisseur est de l'ordre de 5 microns. Chaque fibre est extrêmement résistante en traction. Seule et non tissée, elle se révèle toutefois fragile en compression ou en cisaillement. Pour contrer ce problème, les fibres sont donc agencées sous forme de tissu ou de nappe. Deuxième élément, une résine polymère est ajoutée sur le tissu. Le tout forme un matériau composite. Le processus de fabrication d'une pièce en fibre de carbone est le suivant. Tout d'abord, les tissus de fibres sont imprégnés de résine, soit par le fabricant en amont, soit durant la phase de fabrication. Les couches imprégnées sont ensuite déposées dans un moule correspondant à la forme finale de la pièce. Une mise sous vide de la pièce nommée vacuum bagging est effectuée. L'ensemble est ensuite placé dans un autoclave. Cette machine est, en simplifiant, un four fonctionnant sous pression supérieure à la pression atmosphérique. La mise et le maintien en température sous pression contrôlée ont pour effet la polymérisation de la résine, opération permettant de lier l'ensemble des matériaux. L'intérêt de l'utilisation de fibres de carbone est le suivant. À masse comparable et en fonction des paramètres de tissage, une pièce en fibre de carbone affiche une résistance comparable à celle de l'acier tout en pesant 5 fois moins lourd. Les premières applications de la fibre de carbone furent testées avec succès au début des années 1970 en industrie aéronautique. Les propriétés uniques de ce matériau ne tardèrent pas à intéresser les ingénieurs en Formule 1. Ainsi, la McLaren MP4-1 de 1981 fut la première monoplace de course à se voir dotée d'une structure complète en fibre de carbone. L'application aux voitures de route interviendra quelques années plus tard.
Pour célébrer les 40 ans de la marque, le constructeur Ferrari présentera à la fin des années 1980 une voiture de sport extrême, la F40. Particularité, il s'agissait de la première routière à intégrer des éléments de carrosserie et de structure combinant fibres de carbone et Kevlar. 4 ans plus tard, le constructeur britannique McLaren présentait la première voiture de série dotée d'un châssis fait exclusivement de ce matériau, la F1. Depuis, l'usage de carbone s'est démocratisé. Jantes, pièces de carrosserie, éléments de décoration, nombreuses furent les voitures sportives à embarquer des pièces faites de ce matériau. Si les qualités de légèreté et de résistance de la fibre de carbone sont certes indiscutables, il faut toutefois savoir que ce matériau possède pas mal de défauts. Tout d'abord, et on l'a vu, le processus de mise en œuvre de celui-ci, à défaut d'être compliqué, est particulièrement long. De plus, il est difficilement automatisable à 100%, ce qui en fait un procédé extrêmement coûteux. À titre de comparaison, lorsque la fabrication d'une aile ou d'un panneau de porte embouti se fait de manière automatique et ne requiert que quelques secondes, le façonnage d'une pièce de taille équivalente nécessite plusieurs heures de mise en forme, de confection et de polymérisation. Le tout avec généralement l'obligation d'interventions humaines. Songez que dans ces conditions, une pièce en carbone peut coûter jusqu'à 50 fois plus cher à produire qu'une pièce équivalente en acier. Mais aussi, et surtout, un autre problème d'importance a pris une forte ampleur ces dernières années. Là où l'acier et l'aluminium sont presque totalement recyclables, la fibre de carbone ne l'est pas. Comme tous les composites thermodurcissables, elle ne peut être fondue et réutilisée. C'est que le broyage des pièces pour réemploi du matériau n'est pas réellement envisageable. En effet, suite à cette opération, les propriétés mécaniques de la matière s'effondrent définitivement. Et c'est là que Bruxelles intervient. Les normes d'éco-conception et de recyclabilité introduites progressivement par l'Union européenne depuis maintenant plusieurs années exigent l'utilisation de matériaux facilement réintégrables dans une filière circulaire. Et la fibre de carbone n'est donc pas du tout adaptée. Problème. Début juin 2022, on apprenait que le Parlement européen ratifiait le projet de loi concernant l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en neuf à l'horizon 2035. De facto, le véhicule 100% électrique est donc le seul qui sera disponible dans les concessions européennes à partir de cette date. Sauf que, il faut maintenant comprendre que les voitures électriques traînent un boulet que ne connaissent pas leurs homologues fonctionnant aux dérivés de pétrole. Une densité énergétique en berne. La densité énergétique correspond à la quantité d'énergie accumulée par unité de masse. Dans le cas du gazole, celle-ci atteint 12,6 kWh par kilogramme. En y ajoutant la masse du réservoir, ainsi que celle de la pompe à essence et des tuyaux d'alimentation qui l'embarquent, un système complet d'alimentation en carburant transportant 60 litres de gazole affiche donc une densité énergétique globale proche de 10 kWh par kilogramme. Les batteries les plus performantes aujourd'hui disponibles sur le marché, à prix compatible avec l'utilisation sur des véhicules de grande série, affichent pour leur part une densité énergétique ne dépassant pas 0,25 kWh par kilogramme, soit 40 fois moins qu'un réservoir de gazole plein. Comparons maintenant les rendements énergétiques de deux véhicules embarquant les deux types de motorisation, diesel et électrique. Il y a d'abord le rendement moteur. Dans le cas de l'électrique, celui-ci s'élève au mieux à 95%. Le diesel est très loin derrière, affichant péniblement 39% au mieux. Viennent ensuite les pertes mécaniques induites par les pièces de transmission.
Léger avantage une fois de plus à l'électrique, ne possédant pas de boîte de vitesse ni d'embrayage, et donc affichant 15% au pire contre 20% pour un véhicule diesel. Résultat, l'efficacité énergétique d'un véhicule électrique atteint au mieux 80% contre 31% pour un diesel. Intégrons ces chiffres à ceux calculés plus haut. Dans le cas de la voiture électrique, avec une densité énergétique de 0,25 kWh par kg et 80% de cette énergie convertie en mouvement, ce sont donc 0,2 kWh qui sont réellement utiles par kilogramme de batterie transportée. Pour le diesel, avec 10 kWh par kg de densité énergétique et 31% de cette énergie convertie en mouvement, ce sont 3,1 kWh qui sont réellement utiles par kilogramme transporté. Ainsi, et malgré son mauvais rendement, un diesel reste plus de 15 fois plus performant en matière d'énergie transportée par kilogramme que l'électrique. La conséquence est donc la suivante. Lorsqu'une voiture diesel, à masse contenue, permet d'effectuer de très longues distances sans refaire le plein, son homologue électrique doit régulièrement s'arrêter pour subir une recharge. Mais ce n'est pas tout, car la recharge d'une batterie prend du temps. Beaucoup de temps. Pour comprendre pourquoi, il nous faut maintenant décrire la liste des phénomènes en cause. Une batterie lithium-ion stocke l'énergie en déplaçant des ions à travers un électrolyte entre une anode et une cathode. Si les électrons circulant dans les câbles électriques se déplacent certes à une vitesse proche de celle de la lumière, les ions lithium dans une batterie, pour leur part, avancent dans le matériau à des vitesses ne dépassant pas 10 mm par seconde. Mais aussi, qui dit charge rapide, dit forte intensité. Plus le débit d'électrons est grand, plus l'échauffement généré par leur déplacement augmente. Il est donc indispensable de limiter la vitesse de recharge sous peine de voir la batterie s'enflammer. Ajoutons que le rendement d'une batterie s'effondre dès que sa température d'utilisation décroît, phénomène bien plus marqué que dans le cas d'un moteur thermique. Pour préserver une autonomie acceptable tout en n'obligeant pas l'automobiliste à poireauter des heures à la station de recharge, et ce d'autant plus que les conditions météorologiques sont compliquées, les constructeurs de voitures électriques n'ont d'autre choix que d'essayer de gagner le plus de masse possible tant sur les organes mécaniques à l'intérieur des batteries que sur les pièces diverses composant le véhicule. Et dans cette course au gramme gagné, il est facile d'imaginer que la fibre de carbone occupe une place de choix. C'est ainsi que l'on a vu apparaître ces dernières années des cellules entières passagers fabriquées en fibre de carbone, comme dans le cas de la BMW i3. Même chose concernant le toit des Tesla Model S Plaid et Performance. Ou encore la BMW iX, dont les renforts de piliers B, le toit et plusieurs pièces de structures internes utilisent ce matériau. Et si les applications concernant des véhicules bon marché restent aujourd'hui encore rares, nombre de constructeurs travaillaient en sous-main sur des matériaux dérivés de la fibre de carbone dans l'optique de démocratiser cette solution dans les années à venir. La récente annonce de l'Union européenne leur coupait donc brutalement l'herbe sous le pied sans proposer d'alternative viable. Et ce d'autant plus qu'elle s'inscrit dans une démarche imposée également par la même Union européenne, la décarbonation de l'énergie. Et avec elle, l'explosion de la construction d'un mode de production d'énergie qualifié de propre, les éoliennes. Début 2025, près de 15% des plus de 100 000 éoliennes installées sur Terre et en mer en Europe embarquaient des pales comportant des pièces fabriquées en fibre de carbone. Dans le cas de grandes éoliennes, les pales entières sont même confectionnées avec ce matériau. Hors accident, ces pales affichent une durée de vie de 25 ans au maximum. Dans l'état actuel des choses, il n'existe aujourd'hui aucune solution de réemploi ou de recyclage pour les centaines de milliers de tonnes de déchets de carbone
que généreront ces pales une fois leur service effectué. Et d'ailleurs, les pales en fin de vie sont aujourd'hui honteusement enfouies sous terre, sans le moindre contrôle concernant l'effet sur les écosystèmes et autres êtres vivants, dont l'homme, de leur désintégration lente. Entre 2025 et 2030, les instances européennes prévoient de porter le parc éolien de 285 à 425 gigawatts, soit une augmentation de près de 50% du nombre d'éoliennes installées au total. Parmi celles-ci, la part des éoliennes de très forte capacité, donc embarquant soit des pièces de structure, soit même des pales entières faites de fibres de carbone, devrait frôler les 50%. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.